Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se lance dans une analyse un peu spéciale. On va essayer de démêler un trio d'acronymes qui, franchement, est une source de confusion énorme dans le monde du travail en France. Bonjour, oui, un vrai sac de nœuds. C'est ça. Je parle du fameux trio ESTH, BESTH et RQTH. Et pour nous guider, on s'appuie sur un document de formation vraiment très clair de Formation by LRDCIP. Mhm. Notre but, c'est simple. On veut comprendre la différence entre la loi, donc l'obligation, la catégorie de personnes, les bénéficiaires et enfin le statut administratif. Et cette distinction, elle est absolument cruciale. Ce n'est pas juste du vocabulaire. Ah non, c'est clair. Une mauvaise compréhension et on passe à côté de droits pour les salariés et on risque des pénalités inutiles pour les entreprises. C'est un enjeu humain, mais aussi stratégique. Parfait. Bon, alors, allons-y. Décortiquons tout ça. Il faut bien commencer quelque part. Donc, le premier, l'OETH. J'avoue que pendant longtemps, je pensais que c'était juste un autre mot pour travailleur handicapé. C'est une confusion classique. En fait, il faut voir l'OETH, donc l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, comme la règle du jeu. La règle du jeu. Exactement. C'est le cadre légal, la fondation de tout le système. C'est une loi qui dit, en gros, toute entreprise de 20 salariés ou plus doit avoir au moins 6% de personnes en situation de handicap dans ses effectifs. D'accord, donc ce n'est pas une personne. C'est une obligation, une contrainte pour l'entreprise. C'est ça, c'est le point de départ. Sans cette règle, les deux autres termes BOTH et RQTH n'auraient pas le même poids. Et si une entreprise ne respecte pas cette règle des 6%, le document parle d'une contribution financière à l'AGFIP. C'est une sorte d'amende, en fait. Oui, on pourrait voir ça comme une amende, une pénalité. Mais la philosophie derrière, c'est plus de le voir comme comment dire, le coût de l'inaction. Le coût d'inaction, j'aime bien l'idée. L'idée, c'est de rendre l'embauche plus intéressante financièrement que le paiement de cette contribution. C'est un mécanisme qui se veut incitatif. D'accord. Donc, l'EETH, c'est la règle. Pour respecter la règle, il faut des joueurs sur le terrain, si on continue la métaphore. Voilà. Et c'est là qu'arrive notre deuxième acronyme, le BEETH. Et c'est là, je crois, que les choses se compliquent un peu. C'est le premier grand point de confusion, oui. BEETH, ça veut dire bénéficiaire de l'obligation d'emploi. Donc là, on parle bien des personnes. Et le point clé, celui qui est souvent mal compris, c'est qu'on ne demande pas à être BET. Ah bon? Non, on l'est ou on ne l'est pas en fonction de documents qu'on possède déjà. C'est un statut de fait. D'accord, c'est une nuance importante. Et ça nous amène directement au troisième acronyme, sans doute le plus connu, La fameuse RQTH. la fameuse RQTH, la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Pour beaucoup, c'est le seul sésame qui existe. Le document prend l'exemple de Julie, qui est assez parlant. Oui, le cas de Julie est très concret. Elle a des lombalgies chroniques, ça l'empêche de rester assise trop longtemps. Du coup, elle fait une démarche, un dossier auprès de la MDPH. La Maison départementale des personnes handicapées. Voilà. Et une fois qu'elle obtient cette reconnaissance, la RQTH, elle devient officiellement BOETH. Et ça débloque des droits. Comme un siège ergonomique, par exemple. Exactement. Son employeur peut, avec l'aide de la GFIP, financer un siège adapté. La RQTH, c'est donc une démarche volontaire qui atteste qu'un problème de santé a un impact sur le travail. C'est la porte d'entrée la plus connue. Ok, donc là, les bases sont posées. EETH, la règle, BOETH, la catégorie de personnes, et RQTH, un statut pour y entrer. Mais c'est dans le mélange de tout ça que se trouve le vrai problème. Absolument. Le document utilise une image que j'ai trouvée géniale, celle des poupées russes. La RQTH est dans le BOETH, qui est lui-même au cœur du dispositif de l'EETH. C'est une très bonne image pour l'emboîtement, oui, mais elle ne dit pas tout. C'est-à-dire, elle ne révèle pas le point le plus important. On peut être un BOTH, donc être dans la grande poupée, sans passer par la plus petite, la RQTH. Il y a d'autres portes. Et c'est cette ignorance qui a des conséquences. Concrète. Des conséquences très concrètes, oui. Prenons un exemple du document. Un salarié qui touche une pension d'invalidité. D'accord. Il se dit « je n'ai pas fait de démarche RQTH, donc je n'ai droit à rien ». Eh bien, il a tort. Il passe à côté d'aménagement, de formation. Tout ça parce qu'il ignore qu'avec sa pension d'invalidité, il est déjà BOTH. Ah oui, c'est une énorme occasion manquée pour lui. Et pour l'entreprise, j'imagine que l'impact est aussi direct.
Exactement. Imaginez la même entreprise. Le service RH fait ses comptes. Il manque une personne pour atteindre les 6%. Du coup, il paie la contribution. Voilà, plusieurs milliers d'euros. Alors que ce salarié en pension d'invalidité et peut-être un autre qui touche l'AH, l'allocation aux adultes handicapés, leur aurait permis d'atteindre le quota. C'est de l'argent perdu par manque d'information? Et ça peut même aller jusqu'à fausser un recrutement, si je comprends bien. Oui, et c'est peut-être le plus grave. Un recruteur hésite entre deux candidats. L'un dit qu'il a besoin d'un aménagement. Le recruteur demande « Et vous avez une RQTH ?» et le candidat répond non. Non, mais il précise qu'il touche la hache. Le recruteur mal informé pense que ça ne compte pas. Dans le doute, il écarte la candidature. C'est la triple peine. Pour le candidat, pour l'entreprise qui perd un talent, et pour l'inclusion en général. C'est exactement ça. C'est là que j'ai réalisé que presque tout ce que je croyais savoir était en fait incomplet. La RQTH, c'est juste la partie émergée de l'iceberg. C'est tout à fait ça. Le document dit qu'il y a 6 autres portes d'entrée pour être BOTH. 6. On peut les passer en revue. C'est l'info clé. Bien sûr. Alors, la première, on l'a vu, c'est la RQTH. La deuxième, ce sont les victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles. Mais attention, avec une incapacité d'au moins 10%. D'accord, il y a un seuil, oui. Troisièmement, et c'est un point majeur qu'on a déjà effleuré, les titulaires d'une pension d'invalidité. Attendez, ça c'est énorme. Ça veut dire qu'une personne déjà reconnue par la Sécu comme ayant une capacité de travail réduite est, de fait, une clé pour son entreprise. C'est totalement ça. C'est une reconnaissance qui est là, sous nos yeux, mais que beaucoup de gens, salariés comme employeurs, ignorent. C'est fou. Quatrième catégorie, les bénéficiaires de l'AAH. Cinquièmement, les titulaires de la carte mobilité inclusion, la CMI, mais avec la mention invalidité. Ah, et là aussi un détail important. Toutes les CMI ne se valent pas, c'est ça. C'est un détail technique mais essentiel. La CMI a 3 mentions possibles: stationnement, priorité et invalidité. Seule la mention invalidité vous donne automatiquement le statut de BOTH, pas les deux autres, non. C'est une nuance cruciale à connaître. Et enfin, les deux dernières, les pensionnés de guerre et assimilés, et les bénéficiaires des emplois réservés, comme un pompier volontaire blessé en service. 7 chemins. 7 chemins au total, et on ne parle que du premier. C'est un peu le résumé, oui. Donc pour un employeur, c'est simple. Si un salarié lui donne une copie d'un de ces 7 justificatifs, il peut le déclarer. Une attribution automatique de la RQTH. Mais même sans ça, la notification d'AH seule suffit. C'est beaucoup plus clair. Mais au-delà de la technique, il y a la stratégie. Pourquoi est-ce que tant de gens hésitent à faire la démarche de RQTH, par exemple, malgré les avantages comme le préavis de licenciement qui est doublé? Le principal frein, c'est ce que la source appelle la peur de l'étiquette. C'est psychologique. On a peur d'être catalogué? Exactement. Faire la démarche, c'est mettre le mot handicap sur sa situation. Et dans une culture du travail qui valorise la performance, la résilience, beaucoup ont peur d'être vus comme moins compétents, d'être mis au placard. Et puis il y a la lourdeur de la démarche, j'imagine. Oui, la longueur, la complexité du dossier. Ça peut prendre 6 mois, 1 an. C'est un vrai parcours du combattant. Et pour les autres statuts, comme la pension d'invalidité, l'avantage c'est que c'est automatique. Mais il y a un inconvénient. Le paradoxe, c'est que ces statuts sont parfois mal interprétés. Ils sont associés, dans l'inconscient collectif, à une incapacité de travailler. Ah oui, je vois. Un manager qui n'est pas formé pourrait se dire, à tort, il a une pension d'invalidité, est-ce qu'il est vraiment apte pour ce poste? Le statut qui est censé aider peut paradoxalement créer des préjugés s'il n'y a pas de communication. C'est fascinant de voir comment l'administratif se heurte au psychologique. Bon, pour tout remettre en ordre, il y a cette analogie du jeu dans le document. Je la trouve parfaite pour synthétiser. Oui, elle résume très bien la situation. Si on imagine le monde de l'entreprise comme un terrain de jeu, alors l'OAET, c'est la règle du jeu. 6% de joueurs spécifiques dans l'équipe, c'est ça. Le BOAET, c'est n'importe quel joueur éligible qui permet de respecter la règle. Et la RQTH? C'est le maillot le plus connu, le maillot officiel de l'équipe si on veut. Mais un joueur peut très bien être sur le terrain et marquer des points avec le maillot pension d'invalidité ou le maillot AAH. L'important, ce n'est pas la marque du maillot. Non, c'est que le joueur soit bien sur la feuille de match. La règle, le joueur et les différents maillots. C'est limpide. Donc, si on doit retenir une chose, c'est ça. OAET, le cadre. BOAET, toute personne dans l'une des 7 catégories. Et la RQTH, ce n'est qu'une de ces catégories. Il faut regarder au-delà. Tout à fait. Et pour finir, j'aimerais proposer une toncée pour aller plus loin.
Le document mentionne une réforme de 2020. Oui, Elle élargit le calcul du quota. Maintenant, on peut y inclure les travailleurs indépendants handicapés avec qui on travaille, ou même les stagiaires. d'accord, ça modernise le calcul. Oui, mais ça soulève une question plus profonde. Tous ces outils administratifs dont on a parlé, ils sont faits pour une chose: compter. Compter les gens pour atteindre un quota. C'est une étape nécessaire, quantitative, mais la vraie question, la suivante, c'est, une fois que les gens sont comptés, comment on s'assure que l'inclusion est qualitative? Bonne question. Comment l'entreprise passe de l'obligation chiffrée à une vraie culture d'intégration? Une culture où le statut administratif importe finalement moins que la compétence et le bien-être de la personne. Comment on passe du décompte à la véritable prise en compte? C'est exactement ça. Et c'est là que se situe le vrai défi pour les années à venir.